Muy Bom bien, dia, pessoal. muy Bom- buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a esta nuestra sesión. Bonjour à Recordarles, toutes por et à favor, tous. On va de que commencer avec mantengan. notre séance. Je voudrais vous rappeler de mettre les initiales de votre pays ainsi que votre prénom et votre nom pour qu'on puisse bien vous identifier. Je voudrais aussi vous dire que sur la plateforme de Zoom, vous allez trouver une section où vous allez pouvoir sélectionner la langue, français, portugais ou espagnol, pour écouter dans la langue de votre préférence. Je voudrais aussi vous rappeler surtout pour les participants d'Haïti et du Brésil, que vous pouvez ouvrir vos diapositives dans votre langue en même temps que l'on montre les diapositives sur Zoom. Lundi 21 octobre, prenez note, lundi 21 octobre, à la même heure à laquelle nous faisons ces séances, nous mettons une séance additionnelle pour pouvoir compléter certains des exercices, surtout ceux qui ont à voir avec notre projet, étant donné que dans notre séance 9, nous aurons un forum où chacun des pays va présenter ses projets. Alors, lors de cette séance, nous allons vous donner quelques indications et selon l'avancement que vous avez, nous allons avoir un moment pour compléter ces trois exercices. Nous avons déjà développé deux, le 1 et le 2. Et lors des prochaines séances, nous allons faire l'exercice 3 qui fait partie du projet de cours qui va être présenté lors de notre forum de la séance 9. Alors, nous allons commencer avec notre séance 5, planification stratégique et financement du portefeuille de projet. Nous sommes dans le module 3 et nous sommes exactement à la moitié de notre formation. Nous allons parler des projets d'eau potable et d'assainissement rural et notre séance 5, planification stratégique et financement feuille de projet. C'est notre première. Alors, quels sont les objectifs de cette séance? Lors de cette séance, nous allons comprendre l'importance. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Un, deux. Alors, nous allons renforcer l'importance d'une approche intégrale pour l'eau et l'assainissement rural. Nous allons analyser certains facteurs qui limitent planification stratégique appropriée et bien implémentée, bien mise en œuvre. Et nous allons reconnaître certaines mesures importantes, surtout les critères de priorisation que nous devons considérer pour que nos investissements en eau et en assainissement rural contribuent à une utilisation efficace des ressources de nos budgets. Et finalement, nous allons connaître des sources de financement innovantes pour le secteur dans nos portefeuilles de projets en eau et en assainissement rural. Très bien, notre ordre du jour. Aujourd'hui, nous allons travailler pendant 2 heures et demie. Nous allons développer ces quatre sujets que je viens de mentionner. Le diagnostic institutionnel du secteur, ça va être très intéressant. Nous allons regarder la ruralité dans nos pays. Nous allons voir les critères de priorisation de projets et finalement les mécanismes de financement de ces projets ruraux et d'assainissement. Nous finirons notre séance avec un exercice de travail en groupe lié à la planification, à la priorisation et au financement des projets. Alors, pour commencer, nous allons vous demander de répondre sur notre plateforme à la question suivante. Et la question à laquelle nous devons répondre est: quels facteurs sont les plus stratégiques pour la planification, projet d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans le domaine rural?
Et nous allons trouver quelques alternatives, 6 alternatives comme gouvernance, mécanisme de participation, euh, financement, gestion de systèmes d'information et d'inclusion sociale. Et en fonction de ce que vous considérez le plus stratégique, c'est-à-dire le moins stratégique 1, 2 moyennement, 3 élevé, 4 très élevé, en fonction de ceci, vous répondez à l'enquête. Pour répondre à cette enquête, il faut aller sur notre plateforme. Et sur notre plateforme, on va vous demander d'entrer dans la plateforme et nous allons trouver le module 3, séance 5. Module 3, séance 5. Et donc, vous allez trouver sur la plateforme, dans la partie inférieure, tout le matériel que nous avons considéré dans nos séances, mais dans la partie inférieure, vous allez trouver l'enquête, le Mentimeter. Et ça, c'est par pays. Vous l'avez pour la Bolivie, pour le Brésil, pour Haïti et pour le Pérou. Ce qu'on va vous demander, c'est de cliquer en fonction de votre pays d'origine et vous allez voir une enquête pour que vous puissiez marquer les 3 niveaux. 1, 2, 3, 4. En fonction de ce que vous pensez est le facteur le plus stratégique. Vous allez trouver la liste des facteurs et pour chacun, vous allez indiquer ce que vous pensez être le plus pertinent. Quel est le facteur le plus stratégique? Ah, apparemment c'est fermé pour le Brésil. Ok, Louis va vérifier, mais on vous demande pour le reste de pays de commencer à remplir cette enquête. Donc la question est quels facteurs sont les plus stratégiques pour la planification de projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans le domaine rural? On vous demande de remplir les enquêtes pour pouvoir vérifier quels sont les facteurs les plus stratégiques. Toujours fermé pour le Brésil. Ah, c'est ouvert. Il faut rafraîchir la page. L'information a été actualisée. On va attendre quelques instants. Nous avons l'enquête pour le Pérou. Ici, on peut voir les premiers résultats. Pérou, par rapport aux facteurs que vous considérez les plus stratégiques. Regardez, les 3 premiers sont ceux qui ont obtenu le score le plus élevé. Pour Haïti, nous n'avons pas de réponse encore. Pour le Brésil, on imagine qu'ils sont en train d'entrer dans la plateforme, sur la plateforme. Et dans le cas de la Bolivie, oui, c'est vrai que la plateforme est un peu lente. On vous demande un peu de patience. Ça va prendre un peu de temps pour la plateforme de s'actualiser. Nous avons les réponses pour la Bolivie, comme nous pouvons le voir. Dans le cas de la Bolivie, nous avons quasiment tous les facteurs, à l'exception de celui-ci. Tous les facteurs ont été qualifiés avec le score 2. On va actualiser l'information.
Très bien. Nous sommes en train de rassembler l'information que chacun des pays est en train de remplir. Quels sont les facteurs les plus stratégiques pour la planification des projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans le domaine rural? Alors, la plateforme est en train de mettre un petit peu de temps pour s'actualiser. Très bien. Nous avons la dernière capture d'écran. Maintenant, nous allons regarder une dernière fois pour passer sur nos présentations. Ça, c'est l'information en Bolivie. En Bolivie, on peut considérer le financement de l'investissement est le facteur le plus stratégique selon le groupe en Bolivie. Au Brésil, c'est le financement aussi. C'est le facteur qui a obtenu le score le plus élevé. En Haïti, les mécanismes de participation sociale est le facteur qui a obtenu le score le plus élevé. Et dans le cas du Pérou, la gouvernance est le facteur qui a eu le score le plus élevé. Et maintenant, nous donnons la bienvenue à Césarina Quintana, économiste, directeur adjointe du projet d'infrastructure naturelle pour la sécurité hydrique. Euh, Beaucoup d'entre vous la connaissez déjà. Elle a beaucoup d'expérience dans le secteur. Vas-y, Césaline, s'il te plaît. Merci beaucoup à tous. Bonjour à tous les assistants. Aujourd'hui, je vais parler de l'intégralité de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène qui devient, et le regard, la vision articulée prend de plus en plus d'importance, étant donné les impacts qu'impliquent les investissements en eau et en assainissement. Je voudrais parler très brièvement. euh, bon, vous connaissez très bien les brèches dans vos pays. Et ici, l'information qui vient d'OLAS, l'Observatoire latino-américain d'eau et d'assainissement, de l'accès à des sources d'eau et à l'assainissement et aux installations sanitaires dans le cas de la Bolivie et du Brésil sont des brèches qui sont encore très importantes et c'est important de pouvoir les fermer. Et donc, c'est un grand défi de gérer les projets. Dans le cas du Pérou, nous avons un grand défi non seulement en termes de fermer les brèches d'eau et d'assainissement, mais aussi dans le fait de fermer les brèches en termes de capacité pour la gestion des services d'eau et d'assainissement, qui en général sont associés seulement aux brèches des investissements, mais non pas aux brèches de durabilité. Il faut aussi fermer les brèches en termes des capacités nécessaires de tous les acteurs impliqués dans la gestion des services d'eau et d'assainissement. Ici, nous avons aussi quelques chiffres sur le cas d'Haïti. La brèche d'Haïti est très grande en général. Elle se, et les différences se répètent, comme dans les autres pays, entre la zone urbaine et la zone rurale, en hygiène aussi bien qu'en assainissement. Dans ce cadre que j'ai sélectionné, ce cadre révèle beaucoup de choses. C'est une étude qui a été faite dans 11 pays en Amérique latine, a été faite par l'OMS, Alliance avec CAM et l'OPS, où en effet, nous pouvons voir la dépense euh, en eau et assainissement comme pourcentage du PIB, ça va entre 0,6 à 2,4. Hein. C'est un pourcentage assez bas en termes de priorité. Cependant, lorsque nous voyons la dépense en eau et assainissement, de manière urbain comme pourcentage total, les chiffres sont
beaucoup plus élevés et euh, comme conséquence, voir que la priorité de la priorité en assainissement rural est encore assez limitée. Il y a un biais vers l'urbain. Alors, qu'est-ce que ceci révèle? En 11 pays, il y a une faible incidence du secteur eau et assainissement vis-à-vis du PIB. En général, on parle d'1% en Amérique latine. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements dans les programmes, et ce sont beaucoup d'années, beaucoup de décennies. En termes d'incidence dans le secteur, il y a des plateformes de dialogue. L'intégralité va au-delà de l'eau et de l'assainissement, ça va dans l'espace politique, le changement climatique, les désastres naturels. Et cependant, cette moyenne ne bouge pas assez. Et il y a un biais, comme je viens de le dire, l'eau potable dans le domaine urbain et ce qui est le plus en retard, c'est l'assainissement. Et la dépense publique en général d'eau et d'assainissement est moins de 5%. On peut avancer. Cependant, l'impulsion du budget public au-delà de l'investissement pourrait se résumer dans l'évolution euh, pendant toutes ces décennies des pays vis-à-vis de l'investissement dans la composante sociale, le suivi, le monitoring au cours du cycle de projet. On ne parle pas seulement d'un travail au niveau des organisations communautaires, mais de tous les acteurs qui sont derrière cette gestion des services. Et pour ceci, j'ai pris les pays sur Watt et j'ai ajouté la Colombie et le Paraguay. Et là, on trouve les efforts que font les pays pour donner de l'importance à cette composante, six composantes du software vis-à-vis du hardware, qui a à voir avec l'investissement dans le système. En Bolivie, euh, nous avons vu ce processus social pour que les communautés puissent comprendre et s'approprier euh, l'intégralité de l'eau et de l'assainissement. Et au Brésil, avec tous les va-et-vient qu'on a eu pendant les dernières années au niveau de FONASA, il y a une préoccupation particulière pour continuer à renforcer les gouvernements nationaux, dans ce cas étatique, pour l'assistance technique, qui est clé pour la durabilité des services. Dans le cas du Pérou, il y a un effort de plus de 30 ans pour pouvoir visibiliser dans un programme national tout l'investissement des programmes budgétaires pour le monitoring, maintenant la certification de compétences. Et d'ailleurs, il y a un monitoring, un suivi de ces domaines techniques municipaux, mais il y a encore de grands défis en termes de la grande rotation de fonctionnaires et des conditions elles-mêmes pour pouvoir euh, faire leur travail avec les 28 000 opérateurs qu'il y a au Pérou. Dans le cas d'Haïti, il y a cet effort des bureaux régionaux d'eau et d'assainissement, les OREPA, qui sont des agences décentralisées de la DINEPA, pour fournir cette assistance technique aux organisations communautaires, mais aussi avec de nombreux problèmes en termes d'accès, de gestion de leur travail, surtout par rapport à l'instabilité politique et à l'insécurité. Dans le cas de la Colombie, les modalités et l'incorporation de techniques municipales comme modalité d'assistance technique aux organisations communautaires. Et il donne aussi de la force aux gouvernements locaux dans cette tâche. Et dans le cas d'une étude récente réalisée au Paraguay, il y a aussi le besoin de renforcer les municipalités
ou les gouvernements locaux qui ont cette responsabilité de fournir les services d'eau et d'assainissement et aussi de donner l'assistance technique aux organisations communautaires et améliorer la qualité de la prestation de ces services. Donc, c'est une approche qui va au-delà de l'eau et de l'assainissement. Et c'est une tendance non seulement dans le domaine rural, mais aussi dans l'urbain, d'aller au-delà de la sphère sectorielle. Ce n'est pas facile car ceci nous amène à des dimensions beaucoup plus complexes en termes de coordination, de gouvernance, de disputes, en termes de budget. Et malheureusement, comme nous n'avons pas de vision avec l'approche intégrale, ce nous amène à une mauvaise planification des services d'eau et d'assainissement parce que on ne considère pas le budget pour les capacités. Mais il y a aussi ces liens qu'a l'eau et l'assainissement avec les autres utilisations qu'on appelle les projets multi-objectifs. Lorsqu'on parle de cette intégralité, on parle de casser les frontières euh, dans l'eau et l'assainissement. Il faut entrer dans la santé, il faut un peu dans le domaine productif et aussi dans les sujets environnementaux qui sont associés aux désastres naturels malheureux, et ce que ceci amène malheureusement et l'impact sur les populations vulnérables, surtout dans l'espace rural. Et donc, comprendre que l'eau et l'intégralité de l'eau et de l'assainissement n'est pas seulement de se focaliser sur l'espace local, mais aussi sur les autres niveaux sous-nationaux, aussi nationaux, parce qu'il faut négocier avec le ministère de l'économie et des finances pour qu'il soit sensible à incorporer ces coûts dans une approche de durabilité. Et bien sûr aussi l'éducation, la santé, qui ont à voir avec l'impact. Et donc ici, de façon très brève, une expérience validée de très longue date au Pérou, de plus de 20 et quelques années, peut-être 30 ans, où les agences de coopération, suivent la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, ont compris que cette expérience de l'eau et de l'assainissement rural, pas dans le sens que j'ai mentionné, l'espace local, les institutions éducatives, les organisations communautaires, les institutions de santé pour l'assistance technique, la surveillance et la fiscalisation euh, au niveau local, les gouvernements qui doivent avoir une aire spécialisée, les organisations locales, d'éducation et de santé, et ce schéma dans les gouvernements hauts, nationaux. Euh, il y a aussi l'articulation qu'il faut avoir avec les ministères de l'économie et des finances qui sont là où nous pouvons finalement trouver le budget. Un autre dilemme est comment est-ce que l'on cherche ce budget? Une expérience qui a été validée et qui a inspiré un programme d'assainissement rural qui est aujourd'hui en cours, mais qui fait face aussi à certaines difficultés. Il y a des éléments euh, clés dans la durabilité pendant le cycle de projet. Euh, du côté de, pardon, excusez-moi, la composante sociale n'a pas été assumée au début, surtout par le budget public, mais du côté de la coopération. Si j'ai pris un exemple dans un profil, ici on peut voir le montant d'investissement, 1%, voilà, la composante sociale. Qu'est-ce que l'on peut faire avec 1%?
Et dans le cas de la supervision, au moins, on a 6%. Et ici, dans ces composantes si importantes qui ont à voir avec la gestion future, une bonne partie de l'explication de pourquoi les modèles de gestion ou les investissements d'eau et d'assainissement n'ont pas euh, le succès voulu. Comme j'ai dit au début, tout ceci était couvert par ces composantes, la coopération internationale, et peu à peu, ceci, on est allé vers le budget public, mais ceci continue à être assez déficient. Et je voudrais attirer votre attention sur des messages clés. Fermer les brèches, c'est pas seulement avec une approche d'infrastructure. Ici, c'est une leçon apprise qui est encore un défi. La durabilité se crée avant l'investissement et renforcée après l'investissement. Il y a eu beaucoup de programmes de durabilité d'être après l'inauguration du système. Ça, c'est une grave erreur. La fermeture de brèches demande la coordination, le travail intersectoriel, comme on a dit avant, mais aussi l'amélioration dans les dépenses, mais aussi les mécanismes de transparence et de reddition de comptes, aussi le renforcement de capacités des communautés, ça c'est clé pour demander une bonne qualité de prestation de services et la reddition de comptes. Le budget désigné doit être associé au renforcement de capacités, et c'est nécessaire de l'augmenter, c'est possible pour l'incidence dans ce sujet. Les ministères de Finances sont l'élément clé pour devoir comprendre que l'eau et l'assainissement sont des droits humains. Ceci requiert une bonne qualité de la dépense. Le besoin d'augmenter les budgets, comme et avant, seulement pour l'investissement physique, mais aussi pour cette composante qui assure la durabilité. Et finalement, avoir une politique claire pour fermer les brèches et pertinence des subventions parce que les populations ne peuvent pas payer. Cela implique couvrir tous les coûts et surtout en termes de durabilité, surtout pour la durabilité. Ça, c'est les diapositives que je vous laisse pour votre réflexion. Merci. Maintenant, on va présenter la deuxième intervenante qui est colombienne, qui réside au Pérou. Elle est consultante internationale. Elle fournit conseil au ministère de l'Environnement et à l'Université catholique. On vous présente Maria Mercedes Medina. Merci beaucoup, Herbert. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons parler de ce module qui a été préparé pour vous. Je veux aussi saluer les personnes qui sont au Brésil et les personnes qui sont en Haïti, euh, au Brésil, au Pérou. Merci beaucoup à Césarina pour sa présentation. Ça, c'est un peu pose un peu le cadre de ce qu'on va discuter lors des prochaines minutes. Comment faire un diagnostic de situation pour l'eau et l'assainissement dans le secteur rural et surtout dans nos pays? C'est assez divers. Il y a des choses qui sont importantes, des défis qui sont importants. Par exemple, au niveau des villes, nous avons une population qui est concentrée, les systèmes d'eau en fonction de la construction d'aqueducs et les systèmes d'assainissement à travers
égouts et les plantes de traitement. Les défis ont à voir avec la demande d'eau pour que la ville ne soit jamais sans eau et la continuité des services, la couverture pour que toute la ville ou toutes les personnes qui sont dans les villes euh, couvrent l'accès à l'eau et à l'assainissement, la relation entre les tarifs, quel est le tarif de l'eau qu'on est en train de collecter et la qualité de l'eau qui arrive au foyer. Voilà les principaux défis prochains. Et lorsqu'on va à la zone rurale, les choses sont différentes. Ici, nous avons trois images que nous avons mis pour que, entre tous, nous puissions réviser quelles sont les options qui... Qu'est-ce que vous voyez en commun entre ces zones rurales qui n'ont pas de couverture en eau et en assainissement? Les options sont population concentrée, population dispersée, qu'elles n'ont pas de source d'eau, qu'elles ont de sources d'eau, que la source d'eau superficielle est contaminée ou polluée, ou qu'elle n'est pas polluée, qu'il y a différentes cultures et de vie qui se trouvent loin d'une ville, près d'une ville. Parmi cette liste, quelles sont celles qui sont communes aux trois images? Alors, vous pouvez marquer avec un X. Ok, je crois qu'on peut fermer le vote. Cette sélection, cette sélection qu'on vous a mis n'est pas au hasard. Pardon, quelqu'un veut dire quelque chose? Cette sélection ou cette liste d'options que nous avons mis n'est pas au hasard. C'est le résultat de conversations euh, avec différents formulateurs de projets en assainissement qui ont toujours le profil de travail en zone urbaine et lorsqu'ils doivent aller en zone rurale, ils trouvent certaines difficultés pour pouvoir comprendre comment est la zone rurale. S'il a une population concentrée, la plupart des populations rurales dans nos pays sont des populations dispersées. Et en effet, ils peuvent avoir des sources d'eau, mais en Amérique du Sud, au moins 95% des sources d'eau sont polluées, les sources d'eau superficielles. Et nous trouvons aussi une diversité merveilleuse de cultures qui transforment de différentes façons les territoires. Alors, nous, oui, avant, avant. OK. Alors, si on regarde les couleurs avec les résultats de l'enquête, nous pouvons voir les résultats de notre enquête. Oui, on est tous d'accord. La plupart, c'est la population dispersée, d'avoir des sources d'eau, mais la plupart du temps, les sources sont contaminées, à moins qu'on parle de sources d'eau de haute montagne ou d'endroits qui n'ont pas de présence de population humaine et avec différentes cultures et moyens de vie. Donc, très bien, nous avons coïncidé. Et donc, c'est important de comprendre la diversité rurale. Et donc, nous faisons face à différents défis. Dans la zone rurale, le peuplement est dispersé. Nous pouvons avoir des centres peuplés dispersés et nous pouvons avoir des foyers dispersés. C'est pour la plupart de nos producteurs, productrices et communautés autochtones.
Est-ce qu'il y a un système d'eau? Non. Un système d'assainissement, très difficilement aussi. En général, ils sont in situ et ils n'ont pas la couverture nécessaire pour réduire le niveau de pollution. Et donc, les défis sont beaucoup plus nombreux que dans une ville. La demande d'eau vis-à-vis de l'offre, parce que c'est une consommation pour la vie, mais aussi pour les moyens de vie. On ne peut pas faire la différence entre les deux. La continuité du service, et ici, les communautés et les populations sont exposées à différents périls associés aux risques hydrobiologiques et surtout dans un contexte de changement climatique. Et la couverture, combien de personnes ne sont pas couvertes? Dans beaucoup de pays, nous ne savons pas quelle est la population qui est couverte par l'eau potable ou pas. Et beaucoup de sources d'eau et en différents états. Parfois, une seule source d'eau n'est pas suffisante pour un centre complet dispersé et il faut trouver d'autres. Parfois, il y a des familles ou des foyers qui n'ont pas d'eau et il faut, par exemple, faire appel à des systèmes d'eau de pluie qui arrivent et collectent. Comment est-ce qu'on la collecte? Parce que la population est dispersée. Qualité de l'eau, est-ce qu'elle a des métaux lourds? Est-ce qu'il y a des produits agrochimiques? Comment est-ce qu'on gère la qualité de l'eau dans ces contextes? Technologie et aqueduc et égouts dans certaines zones qui sont inondables, ce qui n'applique pas. Idiosyncrasie, comment est-ce qu'on gère un système d'eau avec des communautés indigènes? Les communautés indigènes amazoniennes, par exemple, n'aiment pas l'eau chlorée parce que ceci change le goût de l'eau. Donc, il faut aussi reconnaître ce contexte interculturel. Et bien sûr, on a aussi une plus grande quantité de populations vulnérables, surtout dans les foyers ruraux dispersés. En général, ce sont les plus vulnérables parmi les vulnérables. Prochaine diapositive. Et donc ici, il y a un exemple. Ici, nous voyons le département du Cauca, d'où je viens en Colombie. Ce département a une capitale de presque 400 000 habitants, certaines villes intermédiaires, mais la zone rurale est très diverse comme dans d'autres pays. Nous avons une population en zone de montagne, en zone de haute montagne, proche de la mer, désert, la partie amazonienne, sur les rivières. Donc, établir un diagnostic rural pour cette diversité pour tout le département est presque impossible. Et maintenant, nous sommes en train de le comprendre au niveau d'Amérique latine et d'autres pays. Les diagnostics, systèmes d'eau et d'assainissement doivent aussi parler des moyens de vie et penser de façon innovante. Reprendre des technologies comme des technologies pour les endroits où nous n'avons pas d'électricité, où nous n'avons pas de carburant, où il faut pomper de l'eau, ou d'autres technologies où on a besoin de pompes pour sortir l'eau. Et si nous n'avons pas d'énergie électrique ou de carburant, il faut la connecter à des panneaux solaires. Et ces panneaux solaires doivent avoir aussi une utilité pour l'agriculture. Ici, on peut voir un exemple d'agriculture solaire ou agrivoltaïque. Il faut penser au-delà. Chaque processus de diagnostic doit comprendre le moyen de vie euh, que nous faisons face, parce que les systèmes d'eau et d'assainissement ne sont pas seulement pour l'eau et l'assainissement. Eau, assainissement, hygiène et toute l'intégralité mentionnée avant par ces salines. Et là, nous avons aussi des cas de réutilisation. Par exemple, ici, nous voyons la réutilisation pour l'agriculture, des systèmes de traitement d'eau, systèmes de canalisation d'eau traitée pour l'irrigation ou des systèmes de traitement d'eau avec du biofloc
utilisés en aquiculture. Et ici, ça répond aussi à des objectifs de sécurité alimentaire dans des zones où il y a des problèmes de malnutrition ou d'anémie. Dans les zones rurales, il y a un grand défi. Après toutes les analyses faites, toutes les institutions, les, les, les succès aussi préalables en Amérique latine et dans les Caraïbes, nous savons qu'aujourd'hui, un diagnostic pour un programme d'eau et d'assainissement n'est pas pour toute la zone rurale du pays, c'est par département. Il faut que ce soit concentré sur les domaines appropriés. Elle doit avoir quatre composantes. Un, le modèle d'occupation ou de peuplement. Est-ce qu'il y a une population dispersée, un centre peuplé dispersé? Est-ce que c'est des familles dispersées? Il faut aussi inclure information sur les brèches. Souvent, nous ne savons pas quelle est la quantité de population ou de foyers dispersés qu'il y a, la culture et l'idiosyncrasie, l'accès à la source d'eau et l'état de conservation du système qui fournit l'eau. Nous avons des cas où il faut fournir l'eau pour les familles parce que les familles n'ont plus d'eau. Et finalement, le système d'eau et d'assainissement doit avoir une relation utile avec les moyens de vie, agriculture, élevage, tourisme, santé, parce que ceci garantit la durabilité. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, si on passe aux critères de priorisation de ce portefeuille de projets dans la zone rurale, il y a quasiment toujours, si on parle des critères les plus utilisés dans les pays pour prioriser un portefeuille de projets en eau et assainissement, il y en a quatre. Fermeture de brèche, alignement au planning stratégique, exécutabilité budgétaire et budget. Mais parmi ceux-ci qui sont les plus fréquents, il y a des leçons apprises que vous pouvez partager avec nous. Dans le critère de fermeture de brèche, nous pouvons avoir critères pour identifier les conditions et les vides institutionnels pour répondre aux populations et à ces besoins ou prioriser les investissements pour fermer les brèches d'infrastructures ou d'accès qui ont besoin de plus d'intervention pour assigner des ressources pour répondre à différentes demandes euh, des populations qui requièrent des infrastructures et des services. Et ceci a fourni une approche beaucoup plus intégrale que celle de simplement fermer les brèches. Par rapport à ce critère d'alignement et de planning stratégique, il y a différentes approches pour prioriser les investissements qui sont liés à la politique générale du secteur ou prioriser les investissements qui sont liés à des instruments de gestion de secteur ou ceux qui cherchent des investissements qui sont alignés avec des objectifs et des actions stratégiques et avec les instruments sectoriels. Cette dernière nous approche d'un contexte rural, chercher des investissements alignés. Par rapport à l'exécutabilité budgétaire, nous avons vu deux approches. Celle qui priorise les investissements des unités d'exécution avec plus d'exécutabilité historique. Donc, l'État assigne, par exemple, aux gouvernements municipaux, aux gouvernements régionaux, qui ont eu une excellente capacité d'exécution pour garantir la qualité de la dépense. Mais il y a aussi une autre ligne, prioriser les investissements comme une stimulation dans un département ou une région. Ces deux approches ensemble peuvent être beaucoup plus intéressantes lorsqu'il s'agit de voir l'exécutabilité
budgétaire comme un critère de la priorisation. Et par rapport au budget d'investissement public per capita, il y a différentes approches. Prioriser les investissements des domaines géographiques avec des budgets pour l'investissement public per capita plus bas en comparaison avec ou B, prioriser les investissements des domaines géographiques avec un budget pour l'investissement public per capita plus élevé en comparaison avec les autres, ou priorisation des investissements des domaines géographiques avec des budgets pour l'investissement public per capita moyenne en comparaison à d'autres. Aujourd'hui, on cherche à ce que les projets d'investissement publics priorisent les investissements où le budget est plus faible per capita en comparaison avec d'autres zones pays ou une région déterminée. Et donc, voilà les plus utilisés, mais il y a aussi un mais très important. Pour le contexte rural, il faut penser la ruralité de façon multidimensionnelle. Et ici, nous avons publication dans ce domaine, différentes leçons apprises de pays qui nous disent que dans la zone rurale, un projet d'eau et d'assainissement est plus qu'un projet d'infrastructure. C'est la colonne vertébrale d'un territoire durable. Pour qu'un territoire soit durable, n'importe quel territoire, il faut qu'il puisse garantir la qualité et la quantité d'eau dont les personnes ont besoin pour leur consommation et pour leurs moyens de vie. Donc, quelques exemples additionnels de critères intéressants sont par exemple les familles qui priorisent des portefeuilles de projets, des familles qui sont moins favorisées, qui n'ont pas de disponibilité de services d'aqueduc ou gestion d'eau résiduelle, avec la possibilité de se connecter à des réseaux existants dans des villes, par exemple, des familles où la plupart des familles ont plus d'enfants de moins de 5 ans et d'adultes plus, à prioriser les endroits qui ont des distances plus élevées vis-à-vis du centre de santé, euh, les zones qui ont beaucoup de zones euh, dégradées. Si la zone est dégradée, la capacité de régulation de l'eau est très faible. Et donc, l'apport de l'eau pour la consommation euh, ou les activités productives sont moins possibles. Et les zones avec moins de risques d'événements climatiques extrêmes. Parce que lorsque la population fait face à un désastre, elle est plus défavorisée. Alors, le processus de priorisation en région rurale nous amène à avoir deux types de critères. Les critères pour prioriser les domaines ruraux et les critères pour prioriser le portefeuille de projet. Pour prioriser le domaine rural, il faut prendre en compte le critère de pauvreté multidimensionnelle. Chercher cette équité sur le territoire et dans les zones vulnérables, surtout depuis la gestion intégrée de risques de désastre. Et les critères pour la feuille de projet en fonction des domaines ruraux, ils vont avoir beaucoup de domaines ruraux dans un département, dans un pays. Chaque domaine rural priorisé pour le feuille de projet selon les critères que le pays ou que le département est défini. Nous avons par exemple mentionné la sécurité sociale, la fermeture de brèches, le planning stratégique, l'exécutabilité budgétaire, mais ces critères de projet doivent être en fonction du domaine rural, non pas pour une totalité rurale d'un département ou d'un pays. Parce que comme nous avons vu, il y a une grande diversité de contextes ruraux.
chaque département, chaque pays peut assigner un poids, pourcentage, chaque critère pour les définir, pour territorialiser beaucoup plus cette priorisation d'investissement. Et ça, c'est pour discuter avec vous de mécanismes de financement. Nous avons la portefeuille de projets priorisés, nous savons dans quel domaine ruraux nous allons monter ces projets et maintenant avec quoi? Avec quelles ressources est-ce que nous allons implémenter ou mettre en œuvre les projets d'eau d'assainissement et d'hygiène dans des zones rurales qui sont si diverses? La, le portefeuille doit avoir un financement. Donc ici, il y a beaucoup d'alternatives. Nous avons différentes alternatives. Nous avons, je vais mentionner certaines d'entre elles. Il y en a beaucoup plus, bien sûr, mais je vais mentionner certaines. Pour l'investissement public, qui est celui que nous utilisons le plus. Aussi les travaux pour impôts, c'est un autre mécanisme qui est très efficace dans la mesure où les, si les entreprises se concentrent sur la qualité, euh, mécanisme de rétribution pour services écosystémiques, ça a plusieurs noms aussi, les taux de rétribution, l'association publique-privée, l'intervention du secteur privé avec certification, ça peut être très intéressant aussi, les fonds publics de promotion et les fonds communautaires. Donc, nous allons parler de chaque possibilité. Travaux pour impôt. Ici, l'entreprise, au lieu de payer l'impôt au pays, euh, transforme la valeur de l'impôt en des travaux. Euh, et en général, on prend une priorité sectorielle comme l'eau et l'assainissement. Donc ici, l'avantage, c'est que l'exécution est plus rapide. Il y a beaucoup de pays où le secteur public est plus lent que le secteur privé en termes d'exécution. Ensuite, la possibilité de supervision citoyenne et plus de confiance. Dans beaucoup de zones rurales, je préfère que les projets d'eau et d'assainissement soient exécutés avec euh, ce système de travail, de travaux pour impôts, plutôt que de passer par l'État, parce que ceci évite la corruption. Il y a aussi le fait que l'entreprise doit délivrer les travaux à temps et les travaux sont vérifiés par l'entreprise aussi bien que par la communauté. Ensuite, il y a un mécanisme euh, d'enquête de satisfaction de la population et ça c'est très intéressant. Euh, il y a plusieurs exemples de ceci. Il y a quelque chose qui a été cité ici au Pérou dans les régions de Moquegua, Cusco et Cajamarca. Ce sont des travaux financés par OXL qui ont été délivrés l'année dernière. Il y a eu un investissement de plus de 16 millions de soles qui ont bénéficié plus de 60 000 personnes. Un autre mécanisme que nous avons et qui est très utilisé et qui est très nécessaire en zone rurale, c'est la rétribution par services écosystémiques ou paiement par services environnementaux, taux d'utilisation. S'il y a un bassin élevé qui fournit de l'eau, et il y a un bassin bas ou moyen où il y a la ville qui utilise l'eau, qui peut même avoir des barrages hydroélectriques. Donc le mécanisme consiste à avoir un surcoût, on charge un surcoût à la ville, une sorte de canon ou royalty à l'hydroélectrique, et cet argent est réinvesti pour la récupération des écosystèmes au niveau du bassin qui fournit l'eau. Donc ça, c'est une transaction d'argent pour eau
où le bassin élevé et le bassin moyen et le bassin plus bas gagnent tous les trois. Le taux de rétribution est un autre mécanisme très intéressant. Ici, nous pouvons voir l'aqueduc et les égouts de Popayán qui se trouvent en Colombie. Euh, alors, le taux de rétribution est un temps prélevé par les autorités qui utilisent la ressource hydrique ou l'eau pour traiter les versements. Donc, par exemple, l'aqueduc te donne une eau traitée et toi, tu rends une eau usée. Et donc, si tu ne peux pas décontaminer sur le site, on charge ce taux contributif pour que ce soit l'aqueduc qui peut puisse investir dans des projets de dépollution et de suivi d'eau. Et donc, avec ceci, on construit des lagunes, des lagons de stabilisation, différents types d'alternatives. Le principe n'est pas celui qui pollue paye. Le principe est, c'est plus coûteux pour la personne ou pour l'entreprise de polluer que de payer. Ceci cherche à diminuer la pollution in situ. Après, nous avons l'association publique-privée, qui est un mécanisme très intéressant. Il fonctionne depuis longtemps pour beaucoup de pays. Pour d'autres pays, c'est un peu plus récent. Si l'association publique-privée part d'un budget, d'un financement de l'État, dans un secteur différent, comme par exemple la coopération internationale, entreprises privées, etc. Ici, l'idée, c'est d'avoir j'ai entre l'État et l'autre donateur. Par exemple, en Équateur, nous avons le cas de Senawa, qui appartient à l'État et qui a fourni 3 millions d'euros, plus 13 millions d'euros d'un fonds pour la coopération en eau et en assainissement de la BID. Et donc, ensemble, ces deux montants ont financé 6 projets d'eau, d'assainissement dans le secteur rural pour arriver à plus de 63 000 personnes avec accès à l'eau potable facile, plus de 26 000 avec des systèmes d'assainissement. Ces associations publiques-privées sont aussi très intéressantes dans la mesure où elles font l'investissement plus rapide dans dans les zones prioritaires. Nous avons aussi ce schéma d'investissement privé, projet de carbone. Ici, l'État n'est pas présent. Ça, c'est un projet ou une institution qui a un programme de carbone dans le secteur rural avec des petits producteurs a besoin de maintenir une quantité de forêts qui sont ceux qui régulent et fournissent l'eau à ces familles. Et il y a aussi à la production de crédits de carbone pour... donc c'est un schéma de carbone par réseau, par déforestation évitée et par émotion de carbone. Et donc les familles sont des familles auxquelles on demande de maintenir des petites forêts et de semer de planter plus d'arbres dans leur ferme. Et elles nous disent, mais je n'ai même pas d'eau potable. Et donc, le schéma développe un mécanisme où, avec l'argent reçu par les familles, réinvesti dans ces systèmes modulaires de captation d'eau, avec des sources superficielles, de l'eau de pluie. Et dans ce cas, c'est l'investissement privé qui répond à une priorité ou à une brèche de pays. Ici aussi, les fonds publics de promotion. Ces fonds sont des alternatives que les pays
en fonction de leurs systèmes nationaux d'investissement public. Utilisés, ce sont des fonds spéciaux d'ordre national ou à travers une loi du secteur, en général c'est des lois du secteur, on établit ce fonds pour répondre pendant une période définie une prestation d'un service public spécifique dans un domaine national, dans un domaine déterminé. Dans de nombreux cas, et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, et l'État reconnaît aussi que c'est très lent pour, qu'il est très lent pour répondre aux besoins d'investissement dans des systèmes d'assainissement et d'hygiène avec les moyens conventionnels. Parce qu'en général, les projets d'investissement public sont très longs. Donc, on crée ces fonds publics de promotion pour rendre les délais plus brefs, pour être plus efficaces, mais pour pour des services publics spécifiques. Ici, je mentionne la loi récente d'accès universel à l'eau potable qui a créé le fonds d'investissement FIAS, dont la finalité est d'assurer l'accès potable à l'eau de façon universelle pour la population en situation de pauvreté et pour que les investissements et les programmes soient là pour fermer les brèches en termes de couverture, en termes de qualité, euh, aussi améliorer l'efficacité, améliorer la prestation, qualité de la prestation dans le domaine urbain et rural. Si par exemple nous voyons le cas d'un fonds public de promotion, il y en a plusieurs dans ce sens-là. Par exemple, lorsqu'il y a un désastre, l'État reconnaît, le secteur crée une loi pour l'attention spéciale à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour cette population qui a fait face à ce désastre. Parce qu'il sait par exemple qu'un département n'a pas la capacité d'exécution rapide de ses ressources et décide donc de mettre en œuvre un fonds pour pouvoir soutenir ce département, cette province, cette municipalité, pouvoir répondre aux besoins de la population. Donc en gros, c'est un fonds de promotion. Nous avons aussi les fonds communautaires de développement. Ici, c'est ici que la population est fatiguée, euh, ne veut plus attendre les solutions de l'État et donc les communautés s'organisent. Et elles s'organisent pour pouvoir accéder à l'eau. Donc elles établissent ces fonds communautaires pour que toutes les personnes de ce secteur puissent avoir de l'eau et des systèmes d'assainissement. Et dans le secteur public, et le secteur public intervient pour accompagner la conception du projet et la construction et renforce aussi les capacités, mais n'intervient pas dans l'administration du fonds communautaire. Dans ce fonds communautaire, les familles, ou les populations, ou les communautés rurales ont différentes alternatives pour constituer ce fonds. Ça peut être à travers un pourcentage sûrement de production agricole, à destination de la prime de la prime FLO, qui est une certification Fairtrade, commerce équitable, qui implique un paiement additionnel. Et on destine cette prime FLO à l'eau et à l'assainissement. Et là, on a différents cas où la vente d'eau en bouteille, par exemple, la communauté peut créer une mini-station électrique ou une mini-entreprise d'eau en bouteille pour pouvoir financer ce fonds que toutes les personnes de la communauté aient de l'eau potable et aussi un système de maintenance de l'eau potable. Il y a différentes alternatives. Moi, j'ai mis ici certaines qui me semblent intéressantes. Par exemple, ici, au Pérou, à Cusco, il y a une centrale de coopérative qui s'appelle Cocla. Ils produisent un très bon café à Quillabamba et ils ont aussi une station hydroélectrique
qui fournit des services à la population. Et l'idée, c'est que cette hydroélectrique leur permette d'avoir de l'eau et de l'énergie électrique pour les communautés. Donc, ceci promeut la gouvernance locale par les communautés elles-mêmes. En général, ces mécanismes sont très intéressants. Ils requièrent beaucoup de renforcement de capacité, de la transparence, de la reddition de comptes, parce que la communauté elle-même peut générer des conflits si le fonds n'est pas géré de façon transparente. Mais dans les cas présents, si par exemple il y a Water Changemaker, on a installé un fonds communautaire d'eau financé avec la production agricole, très intéressant. Il y a beaucoup de cas comme celui-ci. Et avec ceci, ce qu'on veut dire, c'est que la diversité des zones rurales dans nos pays est très grande. On ne peut pas utiliser un diagnostic, il faut avoir différents diagnostics en fonction de ce domaine rural. Ces systèmes d'eau et d'assainissement sont une colonne vertébrale dans le territoire et nous avons différentes alternatives pour financer les systèmes d'eau et d'assainissement. Ceci ne doit pas forcément partir de l'État. L'État peut promouvoir ces mécanismes de financement, promouvoir, motiver, former, qu'ils soient assumés par d'autres acteurs comme la société civile ou comme le secteur privé. Il y en a beaucoup d'autres, par exemple les fonds verts, les mécanismes de, de changement de dette. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en voulais partager quelques-uns pour que vous les connaissiez, pour que vous puissiez en discuter. Certains ont fonctionné bien dans certains pays, d'autres moins. En tout cas, je crois qu'il y a une bonne liste de leçons apprises qu'il est important de réviser et adapter notre portefeuille de projet à la ruralité. Il faut comprendre la ruralité du bas vers le haut avec une vision bottom-up où nous comprenons que notre zone rurale sont très diverses et nous devons répondre à cette diversité avec notre portefeuille de projet. Voilà pour ma part. Je voulais donc partager avec vous ces leçons apprises, euh, tout ce travail qui a été fait dans beaucoup de pays. Vous remercier et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Herbert, je te donne la parole. Merci beaucoup, Mercedes. Merci pour cette présentation. Il y a un commentaire et une question à laquelle tu peux répondre. Et on invite aussi les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros ou vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Il y a un premier commentaire pour Mercedes. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, souvent, les critères pour prioriser les domaines ruraux sont associés aux demandes sociales de la zone. L'intérêt et la volonté de réduire la conflictualité locale, ce qui finit par être un mécanisme pervers dans la gestion publique. Je ne sais pas si tu veux répondre à ceci. Ça dépend de l'idiosyncrasie. C'est pour ça que j'ai mis l'idiosyncrasie comme un critère très important. Il y a des populations qui utilisent ces mécanismes pour faire une pression négative vis-à-vis du gouvernement, mais d'autres populations non. Donc c'est très important de comprendre l'idiosyncrasie dans le secteur rural. Et nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons des populations qui sont passées par des conflits armés ou des populations qui ont des cultures illicites ou des populations indigènes qui sont en contact initial.
Vas-y avec la réponse et ensuite nous aurons une deuxième question. Généraliser. On ne peut pas généraliser. Une communauté, de façon organisée, s'approprie une source d'eau, peut-elle charger? Oui, nous avons différents cas, José, qui sont très intéressants en Amérique latine. Mais ça dépend des régulations de l'État. Ce qui est important, c'est que si la communauté va le faire, ça doit être autorisé par les normes du pays, parce que sinon, c'est une activité illégale. Donc, il faut avoir une autorisation de l'État pour le faire. Il y a des États où les normes le permettent et d'autres cas où elles ne le permettent pas, comme dans le cas du Pérou. Dans ce cas, si la communauté est autorisée à administrer une source d'eau, c'est lent, car c'est eux qui prennent la décision de conserver ou pas les sources d'eau. Par exemple, il y a une crise brutale en termes d'incendie en Amazonie et les communautés qui sont claires sur les priorités d'eau, celles qui ont moins d'impact en termes d'incendie. On l'a vu en Colombie, en Équateur et au Pérou. Donc, ce n'est pas mal qu'une communauté puisse administrer sa captation ou sa source d'eau. Et ceci doit répondre aux régulations du pays. Souvent, le secteur public peut assumer de façon très paternaliste la gestion, mais ceci échappe à ces possibilités car la ruralité est très complexe et très divers. Et donc, le fait que les communautés puissent l'assumer peut être une très bonne alternative si l'accord du territoire, ou le pacte de l'eau ou le pacte socio-environnemental répond aux régulations, aux normes et à une gouvernance clairement établie. Jorge nous dit aussi, et ces fonds, les fonds que tu as mentionnés, ces fonds publics de promotion, en fait, ce n'est pas la même chose que les fonds d'investissement public. Non, ce n'est pas pareil, car les ressources d'investissement public sont déterminées par les États en réponse à un budget fiscal annuel. L'État sait combien d'argent va être versé à chaque département ou à chaque secteur. Ça, c'est différent. Les fonds publics sont spécifiquement créés par le secteur, ça peut être par n'importe quel secteur, pas forcément eau et assainissement. Ce sont des alternatives qui existent si le schéma d'investissement public du pays le permet. Je ne sais pas combien de pays exactement ont cette possibilité. La Colombie là, le Pérou là, l'Équateur là. Ce que le secteur fait dans ce cas-là, qui dit, en définitive, j'ai besoin de créer un système, un fonds spécial, spécifique, pour euh, donner accès à l'eau et à l'assainissement dans les zones dispersées, dans les départements ABC ou dans les départements de montagne, dans les départements côtiers ou en Amazonie, etc. Donc le secteur définit où. Et là, on a l'autre point qui est d'où vient ce fonds d'investissement public. Ça peut être avec des ressources de l'État, comme c'est établi dans le cas du Pérou. Le Pérou a la loi d'accès universel à l'eau. C'est constitué avec des fonds publics, mais en plus, il y a des fonds privés, des fonds de royalty et d'autres fonds additionnels que le secteur définit.
peut-être avec le ministère de l'économie ou le ministère qui gère le budget. Donc, ils se mettent d'accord sur la construction de ce fonds. Donc, le financement vient de sources publiques et privées. Et c'est un fonds de promotion administré par le secteur pour répondre à une action spécifique pendant un temps défini ou indéfini dans une population, dans un secteur du pays. Donc, ce sont des objectifs différents. L'investissement public, c'est pour mettre l'accélérateur sur un sujet prioritaire du pays. Je ne sais pas si j'ai bien répondu clairement à la question. À la fin, ce sont tous des fonds publics. Donc, donc que l'on les appelle des fonds ou des investissements, c'est pareil, c'est différent. Le, Ce fonds, le fonds d'investissement public, ne provient pas forcément de ressources publiques. Est-ce que je peux finir? Ce que je voulais dire, c'est que tous ces fonds sont des fonds publics. Et si nous prenons par exemple un prêt du BID, ça va être un prêt du BID, de la BID. Mon idée, c'est que à la fin, c'est que ces fonds proviennent d'où? Des ressources publiques. Voilà ma question, merci. Non nécessairement. Par exemple, en Colombie, ils ne proviennent pas forcément de fonds publics. Ça peut être des contributions obligatoires ou volontaires faites par le secteur privé. Mais le fonds le permet. Le fonds te permet d'alimenter des ressources non exclusivement du secteur public. L'investissement public vient toujours du secteur public. Mais ces fonds que je cite ici peuvent utiliser des ressources qui ne sont pas forcément du secteur public, mais le secteur ouvre cette opportunité pour pouvoir euh, répondre à un besoin euh, dans un certain endroit. Donc, ce ne sont pas exclusivement des ressources publiques. Elles ne proviennent pas forcément de la BID ou de la CAF ou de coopération internationale. Elles viennent aussi du secteur privé. OK. Il y a aussi un commentaire dans le cas spécifique du Pérou. L'eau au Pérou est un patrimoine national. Il y a une autorité qui est en charge de son administration qui fournit des droits d'utilisation d'eau. Personne n'a, n'est propriétaire de l'eau, même pas la communauté. Ça, c'est un peu le même commentaire qu'on a entendu de la part de José, Brésil. Et c'est important de comprendre qu'au Pérou, il y a une convention qui s'appelle 169, c'est une convention de l'OIT. Le tribunal supérieur du Pérou a reconnu le droit de l'autodétermination des peuples originaires. Et donc, oui, mais pour le sujet collectif de droit, il y a une condition réglementaire différente que pour les sujets individuels de droit. Ça, c'est la seule caractéristique spéciale qu'on doit fournir pour le Pérou. Excellent. Maintenant, on laisse le micro ouvert. Si les participants veulent faire un commentaire, ils ont encore l'opportunité de le faire. Et sinon, on va continuer avec la prochaine étape. Continue. Nancy? Oui, j'étais sur mute. Très bien. Alors, maintenant, nous allons avoir un travail en groupe. Nous allons avoir 25, 30 minutes. Et nous allons former des groupes par pays. Nous allons former 4 groupes. Chaque groupe va répondre à 2 questions.
Quels critères de priorisation sont utilisés dans votre pays pour prioriser feuilles de projet en eau et en assainissement et en hygiène rurale? Et quelles améliorations est-ce que vous proposez pour que cette priorisation promeuve des solutions durables, équitables et alignées avec le contexte rural? Voilà la première. Une deuxième question. Sélectionne un mécanisme de financement que tu considères viable pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène rurale et qui n'est pas appliqué dans ton pays. Un mécanisme nouveau. Donc, vous analysez la faisabilité de cette application dans le contexte rural, ce mécanisme nouveau. Une fois que vous aurez répondu, n'oubliez pas de télécharger votre présentation. Si vous voulez, vous l'élargissez à 2 diapositives, mais en tout cas, c'est 2 au maximum. Vous le mettez dans la plateforme privée de votre groupe, Creation Camp. Euh, ensuite, on va aller à la plateforme et nous en parlerons après. Vous allez à la plateforme et vous le mettez dans le Rooms. Vous utilisez cette diapositive. Vous avez les critères de priorisation du portefeuille de projet et ensuite les améliorations proposées. Ensuite, les mécanismes de financement qui ne sont pas utilisés dans votre pays, vous analysez la possibilité de l'appliquer dans votre contexte rural. Donc avant que Louis nous mette dans les groupes, nous allons regarder cela. On va sur la plateforme, on va sur module, module 3, séance 5. On va à la partie inférieure où nous allons trouver le matériel de séance. Nous avons l'outil exercice en classe. Téléchargeons cet outil et nous allons trouver cette diapositive sur laquelle nous allons voir l'exercice. Une fois que nous aurons complété ceci, on revient sur la plateforme et on revient à notre pays, télécharger le PowerPoint. Oui, est-ce que tu peux nous envoyer dans différents groupes pour développer cet exercice? N'oubliez pas de désigner une personne qui va faire la présentation lors de la séance plénière. Después de estos grupos que ha generado discusión, ¿verdad? Con el trabajo de análisis y los aportes que han desarrollado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a un Alors momento en maintenant, nous plenario. allons passer à un moment de séance plénière où chaque pays va présenter le groupe à travailler. Nous allons avoir 4 présentations de 3 minutes et nous invitons. Alors, quel pays veut commencer? Brésil? Bolivie? Ok, très bien, Bolivie alors. Alors, nous commençons avec la Bolivie et ensuite nous continuons avec le Brésil, puis Haïti et finalement Pérou. Vous voyez mon écran? Oui, il faut le mettre en mode présentation, s'il vous plaît. Vous voyez? Bonjour. Alors, comme pays, je n'entends pas je ne reçois pas très bien son audio. Comme premier point, nous avons niveau de pauvreté, critères d'alignement à la planification stratégique.
Alors, quelles sont les améliorations proposées pour le contexte rural? Amélioration dans la qualité de vie à travers l'augmentation de la couverture en eau et en assainissement, euh, un renforcement des capacités dans le développement communautaire, alliance publique-privée, stratégie de tarifs, incidence et prévalence des indicateurs de EDAS. Alors, sélectionner un mécanisme de financement qui n'est pas utilisé dans notre pays, bon de carbone et travaux pour impôt. Quelle est la possibilité d'appliquer ceci dans le contexte rural? Alors, pour les bons de carbone, il y aurait les technologies non conventionnelles et pour les travaux par impôt, pour impôt, il faudrait proposer un cadre normatif pour pouvoir appliquer les travaux pour impôt. Voilà notre présentation. Alors, est-ce que quelqu'un de Bolivie voudrait ajouter quelque chose? Quelqu'un de l'équipe? Nancy, je ne comprends pas les améliorations proposées pour le contexte rural. Nous parlons d'amélioration dans les critères de priorisation des, des portefeuilles de projets. Quelles sont les améliorations proposées pour mieux prioriser sur la base de ce que Mercedes a dit? Euh, le renforcement de stratégies en développement communautaire. Alors, est-ce que c'est parti d'un critère? Alors, est-ce que vous pouvez éclaircir l'équipe bolivienne? Une, deux, trois, quatre. Comment est-ce que ces quatre propositions améliorent les critères de priorisation? Est-ce que quelqu'un de l'équipe peut éclaircir? Oui. Alors, par rapport à ce que dit Léonella, certains des critères additionnels sont l'intention, certaines communautés dans le paiement pour les tarifs, et dans certains cas, lorsqu'il y a des mécanismes de cofinancement, c'est-à-dire lorsqu'il y a additionnellement une contribution d'un privé, ceci devient un critère additionnel pour réaliser des priorisations. Donc, dans le cas lié à ces aspects, donc peut-être que ce n'est pas compris tel que c'est écrit, mais entre deux communautés où est plus intéressée par le paiement d'un tarif approprié versus une autre qui hésite encore, en définitive, ceci devient un critère pour sélectionner celle qui montre le plus de disposition à le faire. Si on a une ressource financière additionnelle, ça devient un critère intéressant pour prioriser. Donc c'est là qu'on a centré la discussion. Merci beaucoup. Oui, je crois que c'est un critère assez novateur, l'appropriation par la communauté, montrée par un paiement à tarif, un certain niveau d'appropriation. Très bien, c'est intéressant. Et je voulais dire quelque chose aussi. Bonjour. Alors, un critère devait être la vulnérabilité par rapport à la santé. Il y a des populations dans les contextes ruraux qui ont plus de problèmes. Et dans d'autres contextes, ceci n'existe pas. Ces problèmes n'existent pas.
Parfois, l'eau crue n'a pas de coliforme, d'autres problèmes de cette sorte. Donc, un des critères doit toujours être orienté vers le fait d'améliorer les critères de santé, les indicateurs de santé, parce que nous parlons du droit de santé et du droit de vie, du droit à la santé et du droit à la vie. C'est ainsi qu'on allait compris la relation entre les critères de priorisation et les améliorations qui généreraient ces critères de priorisation. Merci, José. Oui, je crois que ceci éclaircit bien les critères que vous avez établis à partir de la vulnérabilité de santé avec les autres éléments. Merci, Bolivie. Brésil, qui va nous dire ce qu'ils ont travaillé en équipe, qui va faire ceci. Buenos días a todos, bonjour à tous. Alors, il faut le mettre en mode présentation. Vous pouvez voir. Oui. Bonjour à tous. Alors, en réponse aux activités, nous avons discuté en groupe et nous sommes arrivés à la dernière conclusion. Nous comprenons que ces trois comme les plus évidents, évidemment, il y en a d'autres, mais nous utilisons ici comme les principaux. La planification du budget de la participation, c'est un critère qui est fondé sur la disponibilité de budget que nous obtenons et aussi la quantité de personnes qui sont contemplées de façon à pouvoir répondre mieux aux bénéficiaires. C'est un critère que nous comprenons. C'est important. Un autre critère, c'est la capacité d'exécution. Euh, Nous avons la capacité d'exécuter le budget. C'était, excusez-moi, mais l'audio que l'on reçoit n'est pas de très bonne qualité. Donc, on a leur capacité d'exécution qui va être un conditionnant pour qu'ils puissent avoir accès à ces ressources de façon à... Excusez-moi, mais je n'entends pas très bien. Le portugais est mélangé à l'espagnol. Ils auraient plus de ressources car les critères seraient liés à la structure d'exécution du budget. Nous essayons de voir cela dans cette proposition et tous les critères en termes de planification, de monitoring, mais aussi exécuter, faire le suivi et donner exécution aux ressources dans ce projet et qui sont disponibles pour les zones rurales. Quelles sont les améliorations que nous proposons pour le contexte rural? On pourrait prioriser les critères avec leurs indicateurs et dans ces quatre aspects que nous voyons, sociaux, environnementaux, de santé.
parce que nous comprenons que ces indicateurs nous donnent un reflet de ce qui a besoin d'avoir accès aux ressources, surtout dans les zones rurales. Donc, nous comprenons que on peut considérer ces critères sociaux, environnementaux, économiques et de santé. Une autre chose que nous avons considéré aussi a été de prioriser les, les zones qui ont moins d'accès pour pouvoir fermer ces brèches et des régions qui ont moins de couverture. Et parmi les composantes d'assainissement, elles pourraient être proposées, priorisées en termes de mécanismes qui ne sont pas utilisés au Brésil. Nous n'avons pas trouvé de mécanisme de rétribution par un service écosystémique. Nous avons pu identifier certains, mais nous n'avons pas de façon de voir en ce sens-là. Donc, en relation avec la viabilité des applications, le contexte rural de cette proposition, nous comprenons que les paiements peuvent être incités par les agrobusiness, les grandes entreprises ou d'autres usagers qui ont la capacité de finance pour pouvoir soutenir ce type de choses, en réalité, pour pouvoir étendre la couverture et aussi l'incitation des initiatives de préservation et de conservation. Je suis désolée, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous sommes en plénière. Il y a des organisations qui travaillent déjà pour la préservation et la conservation de l'environnement. Un exemple de cela, notre collègue Jackson Fauzi sont les gardiens de la Mata. Oui, pardon. Les gardiens de la Mata qui militent dans cette zone-là pour la préservation et pour la conservation. Et, et j'imagine qu'ils ont des problèmes dans la partie réglementaire et d'institutionnalisation. S'il y a cette disponibilité de ces grands usagers, ces projets ou ces actifs peuvent être encouragés et auraient un résultat plus important pour nos objectifs en termes de couverture, mais aussi pour renforcer les initiatives euh, qui existent déjà et qui ont ce rôle. Donc voilà, désolée pour la vitesse, j'avais très peu de temps, mais j'espère que j'ai réussi à faire passer mes messages, nos messages. Très bien, merci beaucoup au Brésil. Si quelqu'un de l'équipe veut, veut ajouter quelque chose, très bien. À la fin, nous allons avoir un feedback, une rétroalimentation de Maria Mercedes. Et donc, nous invitons maintenant le groupe d'Haïti à faire son exposé. Merci au Brésil et maintenant Haïti, qui va faire la présentation pour Haïti. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, bonjour à toutes et à tous.
Donc, je vais faire la Merci. présentation pour le groupe d'Haïti et les autres peuvent me soutenir. En fait, pour l'évaluation du portefeuille de projets utilisés dans notre pays, on a choisi comme premier critère besoins communautaires et vulnérabilité de la population. Donc, en Haïti, les populations en milieu rural sont très vulnérables et en matière d'eau et d'assainissement. Donc, on a trouvé que c'est très important de mettre ce critère. Et il y a aussi l'impact sur la santé publique. Troisième critère, la viabilité économique. Et parce que les zones en milieu rural sont la plupart sont très pauvres économiquement. Et on pense aussi que ces projets peuvent améliorer leurs conditions de vie et aussi favoriser leur développement. Et comme amélioration proposée pour le contexte rural, on, on a on a pensé à la formation d'un partenariat public-privé dans les sujets ruraux afin de renforcer la transparence. Dans ce cas, on trouve que c'est très important à ce que euh, la population et des communautés rurales puissent participer au développement des projets et aussi c'est très important afin que la communauté, une fois que la communauté a participé au développement d'un projet communautaire, comme ça, et sur la plus et pour cette communauté. Et pour sélectionner un mécanisme de financement qui est précisé, on a choisi le fonds public de promotion. En fait, je crois que je, pour la question des fonds publics de promotion, ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment expérimenté et en Haïti. On pense que c'est quelque chose de très important et afin de l'utiliser surtout en milieu rural. Donc, je pense que les autres du groupe, une autre personne du groupe peut apporter quelques autres idées. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à Haïti. Et maintenant, nous allons demander au Pérou de faire sa présentation. Alors, qui va présenter pour le Pérou? Alors, Manuel, bonjour. Tu peux y aller. Je partage mon écran. Bonjour. Alors, il faut préciser que le ministère du Logement a déjà des critères, c'est une politique institutionnelle. Il y a une résolution ministérielle, la 3-4, qui considère ces critères de priorisation et qui assigne des scores pour pouvoir prioriser les projets. De façon générale et obligatoire, ces projets doivent contribuer à
la fermeture de brèches doivent être alignées à la planification stratégique. Et une option, c'est aussi, d'autres options sont la pauvreté, l'exécutabilité budgétaire, le budget d'investissement public per capita et les zones de vulnérabilité de frontières. Un autre critère spécifique, taille de l'investissement par zone d'influence. Quelles sont les améliorations proposées par le contexte rural? Nous considérons que le financement d'un projet d'eau et d'assainissement peut dépendre de différentes sources et considérer une assurance parce que dans la réalité, les projets sont exécutés et lorsqu'ils vont être délivrés, ils ne fonctionnent pas de façon appropriée. En tout cas, en tout cas, les projets doivent considérer une assurance pour permettre un fonctionnement approprié. Inclure les services écosystémiques comme un critère obligatoire qui permettent de considérer la rétribution de critères économiques pour la conservation des bassins et de micro-bassins et ainsi assurer la recharge hydrique. Ça, c'est par rapport à la première question. De la même façon, la deuxième question, sélectionner un mécanisme de financement qui n'est pas utilisé dans votre pays. Nous avons discuté de ceci dans le groupe et nous avons eu le support d'une personne. euh, Nous pouvons faire partie de ceux qui proposent les fonds verts pour les projets d'eau et d'assainissement en zone rurale. Le ministère euh, du Logement accède à des besoins enregistrés pour diminuer la vulnérabilité. Et quelle est la possibilité d'appliquer ceci dans le contexte rural? Puisque c'est une opportunité qui commence à être considérée au Pérou, c'est une opportunité en développement par laquelle on pourrait accéder de façon qu'on pourrait utiliser pour les projets d'eau et d'assainissement en futur. Très bien, merci beaucoup. Merci. Nous avons rassemblé le travail développé par les 4 pays avec une analyse très riche et importante et nous demandons à Maria Mercedes de nous faire un feedback sur la base des présentations faites par les pays. Tu peux y aller, Maria Mercedes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au comité qui organise ce cours. Et je vous salue aussi la délégation du Brésil. J'ai passé un peu de temps avec eux à les écouter, aussi aux amis d'Haïti, de Bolivie et bien sûr le Pérou. Il y a certains points que je voudrais surligner. Parfois, dans nos pays, en Amérique latine, nous avons une perception, parfois en Amérique latine, dans nos pays, nous avons des processus très sectorialisés. Nous pensons que si ce n'est pas dans le cadre de la loi et si ce n'est pas dans le cadre d'une norme, on ne peut pas le faire. Et ce que nous disent tous les pays, c'est que l'agilité du secteur public, c'est d'articuler avec d'autres secteurs. L'eau et l'assainissement, on pourrait penser que ça appartient exclusivement à l'eau et l'assainissement. Mais non, en fait. C'est un sujet territorial et donc il intéresse beaucoup d'autres secteurs, il touche beaucoup d'autres secteurs. C'est important de se rappeler de l'importance du contexte rural. Moi, je voyais ceci dans les propositions d'amélioration des 4 pays, mais n'oubliez pas que c'est important de ruraliser le diagnostic. C'est important de ruraliser le portefeuille de projet. Un portefeuille de projet dans la zone rurale est différent en zone andine, en zone insulaire, en zone fluviale, en zone amazonienne. Il faut territorialiser. Il faut territorialiser les projets pour qu'ils répondent à la diversité rurale que nous avons. C'est important que parmi ces améliorations, on inclut 2 sujets qu'on exclut habituellement, les sujets du secteur. En général, les sujets d'infrastructure. Mais la gestion de risque de désastre, il y a les 4 pays qui sont ici, sont des pays avec
grand niveau de risque de vulnérabilité face au changement climatique. Par exemple, Haïti a les ouragans. En ce moment, on le voit aussi en Floride, euh, Brésil, Pérou, Bolivie, qui vient de traverser une crise d'incendie. Une touche de millions d'hectares. Donc, nous ne pouvons pas éloigner la formulation de projets d'investissement, prenons un investissement et les désastres hydroclimatiques. Si une population, si un pays, si un département ne sait pas quelles sont ses vulnérabilités climatiques, c'est là que commence sa plus grande vulnérabilité parce qu'il ne sait pas quoi il est exposé. Un autre point très important, c'est le critère de pauvreté. Nous prenons la pauvreté comme une vision économique. Il faut que l'on voit la pauvreté d'un point de vue multidimensionnel. Et là, on a les différents critères euh, scripts qui soient présents. C'est pas seulement la pauvreté économique, c'est la pauvreté multidimensionnelle. Et un point très important est la gouvernance locale. Beaucoup de projets d'eau et d'assainissement dans nos pays. Il y a, par exemple, on construit un aqueduc, c'est très joli, etc. Mais la population euh, n'a pas fait la maintenance après la fin du projet, qui a été abandonné. Personne dans la population s'est approprié euh, l'infrastructure et donc la maintenance et la récupération finalement est un coût additionnel pour l'État. Ou parfois la population l'a détruit ou a vendu les tuyaux, etc. C'est très important d'avoir dans les critères le processus de gouvernance locale par rapport aux écosystèmes. Ça, c'est fondamental aussi. Je sais que dans le secteur d'eau et d'assainissement, les écosystèmes ne sont pas là. Le meilleur indicateur qu'une population ou qu'un territoire est en développement, qu'il a disponible une quantité et qualité d'eau suffisante pour sa consommation et pour ses moyens de vie. On ne peut pas séparer l'eau et l'assainissement des secteurs environnementaux. C'est un mariage indissoluble, même s'ils ne s'aiment pas, même s'ils se disputent, même s'ils se trompent. Et c'est un mariage indissoluble parce que si l'écosystème ne fonctionne pas, si l'écosystème est dégradé, il ne fournit pas d'eau, ne fournit pas l'eau nécessaire pour que le système d'eau fonctionne, ou pour que le système d'assainissement fonctionne. Et finalement, je veux toujours vous inviter à visiter parmi les critères ou les améliorations, chacun dans votre pays, faire une évaluation exemptée pour voir si les critères que vous avez dans votre pays, les correspondants et les améliorations que vous avez proposées, est-ce qu'elles répondent à la ruralité de votre pays? Ça, c'est l'invitation. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des conditions habilitantes dans chaque pays. Comme par exemple, comment est-ce que j'améliore l'accès à l'eau potable à des familles rurales dispersées si je ne sais pas combien de familles rurales dispersées j'ai dans le pays? Je dois avoir un recensement, une liste de combien de familles en conditions rurales dispersées se trouvent dans mon pays. Donc, il y a des informations diagnostiques que le projet doit développer si le pays ne les a pas. La ruralité est, est un éventail, un changement de puce, de chip, changement de paradigme qui est exclusif à chaque pays. Donc, ma plus grande invitation, c'est à nous rapprocher, approcher le secteur d'eau et d'assainissement à la ruralité et aux critères qui nous permettent que le secteur rural puisse avoir accès à l'eau et à l'assainissement. De mon côté, voilà tout. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour cet espace. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous. Et là, je ferme mon intervention. C'est pareil pour nous, Maria Mercedes. Merci beaucoup. Et nous avons fini avec cette séance 5 du module 3 où nous avons abordé la différence, l'importance de l'approche intégrale l'eau, de l'assainissement et de l'eau. Et nous avons aussi analysé les facteurs qui limitent un planning stratégique approprié et sa mise en place correspondante. Nous avons aussi vu les critères de priorisation des investissements dans les projets d'eau et d'assainissement qui contribuent à une utilisation plus efficace des ressources
Finalement, nous avons vu les sources de financement novatrices pour le secteur d'eau et d'assainissement rural. Avec ceci, nous allons terminer notre séance. N'oubliez pas de mettre sur la plateforme privée ce que vous avez travaillé aujourd'hui. Et finalement, on vous rappelle notre prochaine séance, séance 6, ce vendredi, à la même heure. Et n'oubliez pas l'enquête. Votre opinion est importante. Vous allez sur la plateforme, côté gauche, vous allez sur Survey. Sur la partie inférieure, vous allez pouvoir faire votre enquête. Merci beaucoup. On attend vos opinions et à vendredi à la même heure.